in Deo salutari meo, quia respexit humilitate mansile sua, et cenim ex hoc beata me dicen comnes generationes, quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordia eius a procemi progeni estimentibus eum. Feci potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente, e cordis sui deposit potentes de sede, eres exaltavit humile. Bonsoir, nous sommes le lundi 6 juillet, pardon. Et nous voilà partis pour une promenade. Ça fait un moment. Et oui, je vous ai abandonné hier. Je ne fais pas tous les jours des vidéos. En ce moment, je suis un peu feignant. Et là, ce soir, je me suis dit, il faut que je pense à mes abonnés quand même, ceux qui attendent de faire ce petit chemin avec moi, ceux qui sont un peu seuls, ceux qui sont chez eux, ceux qui ne peuvent pas malheureusement trop bouger parce que l'âge faisant, là, ils n'ont plus trop la possibilité d'avoir l'usage de leur mobilité, plus ceux qui sont handicapés. Donc je pense évidemment à toutes ces personnes qui restent un peu chez elles, qui n'ont pas trop la possibilité de sortir, ou ceux qui vivent dans un contexte ou dans un décor qui n'est malheureusement pas le mien. Et bah voilà, je partage un peu avec vous ce moment privilégié en fin de journée où on se balade dans la campagne, on regarde le ciel, on regarde les arbres, on regarde la nature, parce qu'en ce moment, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Ça fait du bien. Regarder les écureuils, ça fait du bien. C'est mignon, c'est joyeux, c'est intrépide aussi, et ça m'amuse beaucoup, et je pense que ça nous fait du bien d'observer les animaux dans leur espace naturel, de les observer en liberté surtout. Et puis là aussi, quand on traverse ce chemin, eh bien, ça nous fait du bien parce que on est dans un espace calme. Il n'y a pas trop d'humains sur ce chemin, quelques voitures qui passent, mais c'est relativement désert. À part les avions qui passent parce qu'on est dans un couloir aérien, c'est relativement également silencieux. On n'entend que les bruits de la nature. Et puis là, le soir, vous entendez rien. Enfin, c'est pas vraiment... Il est 19h, vous savez, c'est encore tôt par rapport au soleil. Il y a 2 heures de décalage. Donc, voilà, normalement, il est 5 heures de l'après-midi, quoi, si on regarde l'heure du soleil. Donc, il fait encore chaud. Et moi, je suis sorti là parce que 19h, voilà, le temps de rentrer, le temps de faire la vidéo, etc. Il va être 8h, puis après, on va dîner. Il refait un peu chaud, on est au cœur de l'été, c'est normal, c'est pas épouvantable à supporter, hein. C'est très supportable, c'est même très agréable. Cette chaleur de 30 degrés comme ça, c'est bien. Moi, ça m'insupporte pas du tout. C'est pas comme s'il faisait 40 c'était un peu dur. Mais là, 30, 28, 27, c'est l'idéal. Mais on est au cœur de l'été, donc c'est normal. On est dans cette période qui est assez plaisante. Moi, j'aime bien le printemps, évidemment. Je crois que le printemps est très énergisant. Là, on est au cœur de l'été et c'est un peu le repos, c'est un peu le repos du guerrier, je dirais. Parce que, toujours pareil, nous, on parle toujours de la rentrée. Il s'agit d'attaquer une rentrée avec des turpitudes politiques qui nous attendent. Des dénouements ou pas de certaines situations, et puis on a aussi des échéances politiques effectivement, et puis une situation économique qui se dégrade en France, l'insécurité qui devient vraiment un gros problème,
Enfin, ça devient un pays où il n'est pas agréable de vivre. Hein. C'est pas très agréable de vivre dans ce pays. Même dans nos villages, il y a de l'insécurité partout, partout. Il y a de l'immigration partout. Il y a de l'immigration délinquante. Et puis vous devez supporter, voilà, partout. Même dans les villages retirés, ça finit par gagner partout. Maintenant, il n'y a plus d'endroits vraiment tranquilles en France. Il faut bien se le dire. Alors, on a des petits moments comme ça de tranquillité. On a encore des petits coins où on ne voit pas beaucoup de monde. C'est tranquille. Et bien, il faut l'accueillir comme ça. C'est un privilège. Pardon, excusez-moi. C'est un privilège parce que il est évident que il y a des endroits qui sont très, très difficiles à vivre. Ça, c'est clair. J'en ai bien conscience. Alors, j'ai rien demandé. Ça m'a été donné. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai rien demandé, ça m'a été donné. Alors, je prends. Ce qui m'est donné, je le prends. Sans me poser trop de questions. Parce que c'est un mystère. Parfois, ça ne veut pas vous être donné. Et parfois, ça vous est donné. Pourquoi? Je ne peux même pas vous répondre. C'est comme ça, c'est la vie. Il y a des choses qui vous sont offertes, même sur un plateau. Et il y en a d'autres, quand vous demandez rien, 2 fois rien, vous n'arrivez même pas à l'obtenir. C'est tellement mystérieux, cette vie. Tellement difficile à en comprendre les ressorts, les lois, la logique. Même la logique de la vie, c'est très difficile à comprendre. Alors, certains veulent nous expliquer. Certains vont apporter des réponses. Effectivement, il y a toujours ceux qui sont prêts à t'apporter plein de réponses. Mais ça vaut rien. Ah, des taplanes. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Je ne sais pas si on les voit là. Moi je suis ébloui par le sommeil. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des chemtrails un peu partout. Ça, c'est fait. Vous voyez, ça c'est bien. Le ciel, ils l'ont bien travaillé aujourd'hui. Hein. Des fois qu'on pourrait avoir un ciel bleu, non, surtout pas. Alors, voilà. Ça, on y a le droit. Hein. Alors oui, oui, c'est mystérieux, vous savez, dans nos vies, ce qui peut nous arriver, c'est tellement, ça tient à des choses qui sont de l'ordre, d'un autre ordre. On doit pas chercher, en tous les cas, il n'y a pas une logique mentale. Ou notre mental, ce qu'on appelle notre mental, c'est-à-dire notre côté rationnel, notre logique, elle n'est pas coordonnée à cette vie. En tous les cas, elle ne décode pas les lois de ce monde, les lois de ce qui nous arrive. Ça, je l'ai compris. Et donc, on voit bien que ce qui nous arrive, vous regardez ce qui vous arrive dans votre vie, regardez bien, soyez attentifs. Ah bah il y a des petits avions bien sympathiques là. Je sais pas si vous voyez là, je vois pas bien avec le soleil, je suis ébloui. Et donc, regardez ce qui vous arrive, regardez bien ce qui vous est donné ou ce qui vous est pas donné, ce que vous avez du mal à obtenir, ce que vous espérez obtenir et que vous n'obtenez pas. Et regardez ce que vous obtenez sans forcément le désirer. Bref, un truc de malade quoi, un truc de malade. Moi je suis obligé de raisonner par rapport à ma vie. Je connais pas vos vies et c'est vrai que j'en ai écouté des vies, des gens qui m'ont parlé de leur vie, mais ils disent pas tout. Donc c'est toujours qu'une partie
Ils vous livrent qu'une partie de leur vie. Ils ne vous livrent pas tout, et donc t'as pas tous les éléments pour comprendre la vie de quelqu'un. Il faudra avoir tous les éléments. Et ça, c'est un gros travail. Parce que nos vies, elles sont jalonnées d'éléments, d'événements. Elles sont jalonnées par des rejets, par des attractions. On rejette certaines choses, on est attiré par d'autres. On a envie, on a des envies, on a des désirs. Et on a aussi des périodes sombres, évidemment. Des périodes où on rejette tout. On a des périodes où quelque chose en nous s'appelle comme... C'est comme une forme d'espérance. C'est-à-dire que d'un seul coup, on se met à croire à des choses. Puis le lendemain, on n'y croit plus. On ne sait plus en tous les cas à quoi il faut croire. Chaque jour est différent. Vous avez vu sûrement, vous le sentez sûrement. On n'est pas dans le même état d'esprit en fonction des paramètres qui nous échappent aussi. C'est pas forcément le temps, c'est pas forcément le climat, c'est pas forcément l'environnement, c'est pas forcément le cadre. Il y a des jours où on est chagriné, puis on sait même pas pourquoi. Et il y a des jours qui sont identiques, même cadre, même lieu, même disposition. Rien n'a vraiment changé, puis on est dans un autre état d'esprit. Quelque chose a varié en nous. Et cette chose qui varie en nous, on n'arrive pas à la comprendre, on n'arrive pas à connaître la logique interne de cette chose qui varie en nous. Ensuite, évidemment, il y a toutes les couches qui nous constituent et qui sont affectives, émotionnelles, intellectuelles, intuitives, psychologiques. Enfin, toutes ces couches sont imbriquées les unes dans les autres. On ne peut pas tout décortiquer, c'est pas possible. Mais on voit bien que cette alchimie bizarre qui constitue notre corps, ce qui complète notre corps, ce qui fait aussi notre second corps également, et toutes les composantes de ce corps visible et invisible, eh bien ça fait que de nous ce qu'on appelle des vivants dans cette dimension qu'on appelle la réalité. Voilà. Alors, moi, j'ai bien écouté, si vous voulez, les recettes ou les indicateurs qu'on veut bien vous donner. Mais à chaque fois, les principes qui vous sont proposés sont toujours des carcans, sont toujours des choses pour vous enfermer. Que ce soit les religions, les dogmes, les philosophies, et puis je ne vous parle même pas des gourous de telle secte ou de telle autre secte. Ils ont toujours pour principe de vous encadrer, de vous proposer un encadrement, une loi ou des lois. Vous proposez des recettes dans lesquelles vous allez fonctionner. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas du tout comme ça que ça marche. On va avoir des destinations différentes en fonction de ce que nous sommes. Il y a beaucoup de facteurs qui vont intervenir dans nos vies et qui vont les orienter dans des directions parfois surprenantes, bizarres. Vous savez, moi j'ai
si je devais, comme je vous dis, je suis obligé de réfléchir par rapport à ce qui m'est arrivé, par rapport à- Et tout a été fauché là, coupé. Les moissons sont faites. Moi je trouve que c'est joli quand les moissons sont faites. Pas de ce côté-là, tout a été... C'est assez joli. Hein. Oui, je vous disais, moi je vois le... Je ne peux que essayer de raisonner par rapport à ce que j'ai vécu. C'est pour moi, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est-à-dire on a vécu des choses, on a vécu des expériences, on a vécu des situations différentes, on a vieilli, on arrive à un certain âge, et de là on tire des conclusions un peu déjà. On fait un peu un bilan, on fait un inventaire pour y trouver peut-être un principe qui serait logique, cartésien, en tous les cas pour y trouver une cohérence. Mais il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence. La chercher, la cohérence, c'est perdre beaucoup de temps. Et puis ensuite, une fois que vous aurez l'illusion d'avoir compris quelque chose, vous voudrez imposer votre point de vue aux autres. C'est souvent comme ça que fonctionnent les gens qui ont des certitudes. Ils font des leçons. Alors ils vont vous conseiller une lecture qui les a orientés sur une voie. Ils vont vous conseiller en tout cas. Ils vont vous conseiller en croyant bien faire, hein, toujours. Ça part toujours d'un bon sentiment, il n'y a pas de malveillance là-dedans. Mais à chaque fois, ça vous enferme. En tous les cas, ça veut vous dire ce qu'il en est. Parce que celui qui a un peu plus de personnalité, celui qui a un peu plus de pouvoir sur vous, il va vous donner il va vouloir vous donner d'une manière absolument bienveillante une indication pour que dans votre vie vous trouviez des réponses, ou tout au moins que vous puissiez comprendre un peu mieux de quoi il s'agit. Mais franchement, c'est peine perdue. Il n'y a pas de logique telle que nous on le comprend. Ça, c'est faux. Et il n'y a pas non plus d'explication. C'est pas comme ça que ça fonctionne, en tout cas. Alors c'est très dur parce que nous, on veut mettre des explications partout, on veut mettre des modes d'emploi partout, on veut des codes, on veut que ça soit d'une certaine manière cohérente. Alors que la vie, c'est pas comme un jeu, c'est pas comme un jeu sur lequel jouent les jeunes et tout ça. La vie est bien plus surprenante, bien plus incohérente. Et les règles ne sont pas du tout celles qui sont dans les algorithmes des jeux. Non, non. Parce que les gens qui jouent sur des jeux, les gens qui jouent à des jeux informatiques, tout ça, ils sont décalés par rapport à la vie souvent. Je l'ai vu ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, ils appréhendent pas la vie d'une manière, je dirais, ouverte. Ils ont déjà une sorte de... Ils ont développé à l'intérieur du jeu des principes, une logique, et ils pensent que la vie est comme les jeux. Mais non, la vie n'est pas du tout comme ça, du tout. C'est pour ça que moi j'ai testé les jeux, j'ai vite abandonné les jeux informatiques. J'ai vu que c'était pas sain. J'ai vu que c'était très malsain. Et j'ai vu que c'était une erreur. J'ai vu qu'on se trompait. Parce que ces simulations dans lesquelles
on évolue comme un héros ou je ne sais pas, avec un avatar. Ces situations sont pas du tout, comment dire, sont pas proches de la vie, contrairement à ce qu'on croit. On dit c'est bien simulé, c'est bien fait, non, mais non. Il y a une logique derrière. Il y a toujours une forme de loi, des lois, des cohérences qui sont pas celles de la vie. C'est ça que je pense avoir compris en tous les cas. Vous savez, les jeunes qui sont dans les jeux, ils sont, je vois bien, ils sont très forts ensuite, ils s'orientent beaucoup dans des professions administratives ou des missions très très virtuelles, la finance, on voit des choses comme ça, mais ils sont pas dans le réel. Ils sont pas capables de construire une maison, ils sont pas capables de fabriquer un objet. Ils sont pas manuels du tout. Ils peuvent pas l'être parce que le monde virtuel dans lequel ils ont évolué étant jeunes les a déracinés du monde réel, les a même déracinés de la matière. Et si on veut comprendre la matière, il faut surtout pas perdre son temps dans justement tout ce qui est virtuel. Ça nous en éloigne. La matière, c'est quelque chose de très important qu'on néglige et que notre monde néglige à travers cette volonté d'échapper à la matière par le jeu virtuel. Par exemple, dans la Silicon Valley, tu as des jeunes informaticiens qui gagnent beaucoup d'argent, évidemment. Ils faisaient voir des photos où ces jeunes qui travaillent dans des startups, ils sont peut-être millionnaires, milliardaires, j'en sais rien, ils gagnent énormément d'argent. Certains sont seuls, ils ont des maisons, des appartements dans des endroits évidemment hyper cotés, mais en fait ils faisaient voir, des fois ils sont dans une pièce, ils ont une télé, enfin ils ont un attirail d'informatique chez eux, et aussitôt qu'ils rentrent, il n'y a même pas une déco, il n'y a même pas la recherche d'une décoration, d'un environnement, ils sont derrière leur ordinateur. C'est-à-dire qu'ils quittent l'ordinateur du bureau pour trouver un autre ordinateur chez eux. Et ils vivent continuellement dans le virtuel. Ce virtuel, évidemment, les rend déracinés. C'est-à-dire que ces gens sont totalement déracinés. Ils ont même un problème avec leur corps la plupart du temps. Parce qu'ils sont même... presque décorporés. Ils sont plus du tout dans la matière, ils sont plus du tout dans le corps. Ils échappent au monde réel et ils vivent que dans le monde virtuel. Et les jeux et tout ça, les gens qui développent des jeux, tout ça, ils sont plus du tout dans la matière. Et ceux qui regardent les jeux, ceux qui vivent à travers les jeux, sont aussi en dehors de la matière. Ce qui fait que parfois tu vois des situations totalement excessive, quoi. Alors les thérapies qu'on devrait certainement appliquer pour les gens qui sont décalés par rapport au monde, eh bien ça devrait passer par cette rupture avec le monde virtuel déjà. Il faudrait déjà casser ça, parce que ça entretient un mal-être qui est naturel, quoi. Si tu te coupes de la matière, tu vis dans un monde irréel et voire fantasmologique, enfin une forme de monde fantaisiste ou une forme de monde totalement hors normes, en dehors des normes de la vie, quoi. Et il y a très très peu de gens qui s'intéressent à la vie en fait aujourd'hui. Très peu de gens s'intéressent à la vie. C'est pour ça qu'on a une société qui tue. Parce qu'on ne voit plus l'intérêt de vivre quand on est vieux, on ne voit plus l'intérêt de vivre quand on a d'avoir des enfants, de donner la vie à des enfants. La société telle que nous on la voit, elle conduit à
à la mort, quoi. Et c'est manifeste parce que on vote des lois pour que les gens meurent. Parce qu'on voit qu'il y a parce qu'on ne comprend pas la vie. On ne comprend pas la nature de la vie. On comprend pas son... On ne cherche même pas à la comprendre. On cherche à la fuir. Et soit on la fuit par le monde virtuel, soit on la fuit par la mort. Mais on ne cherche pas à comprendre la vie. On ne cherche pas à la comprendre. On ne cherche pas à la connaître. C'est quand même embêtant, ça. C'est quand même embêtant. Alors là, j'emprunte un chemin qui n'est pas habituel. C'est joli. Hein. Il y a du blé. Alors là, il n'y a pas encore la moisson, mais ça va arriver. Il y a une partie qui a été moissonnée. Celle-ci, non. Ouais. Couloir aérien, comme je disais, puis vous avez le ciel, hein. Bon, voilà, une chape, voilà. Moi, j'ai vu que, alors souvent je parle de paradoxes, parce que ça, il y en a beaucoup de paradoxes dans nos vies, beaucoup. Et c'est vrai que c'est difficile de tracer, si vous voulez, de donner des conseils déjà aux autres, parce que si on n'a pas compris déjà comment fonctionnait cette vie, tu peux pas donner des conseils, tu peux pas apporter de l'aide aux autres, de l'aide à ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la difficulté, qui sont dans l'épreuve. C'est ce qu'on cherche quand on essaye d'aider, c'est qu'on veut sortir les autres de l'épreuve ou de la mauvaise passe dans laquelle ils sont. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, c'est... de plus en plus d'herbe là. Pas évident. Pas beaucoup qui passent par là. Il n'est pas beaucoup emprunté ce chemin. C'est clair. Ouais, parce qu'un chemin, pour qu'il existe, il faut qu'il soit emprunté, sinon il disparaît. Et là, il est en train de disparaître ce chemin-là. Pour vous dire le peu de promeneurs qu'il y a par là. Regardez là, la belle traînée là. Tiens, ils sont où hein? Moi, je crois que qu'il y a une multitude de possibilités qui sont nos limites. C'est-à-dire que dans cette vie, je pense que tout est possible, tout. Et ce tout qui est possible, eh bien, c'est ça qui est très, très excitant, je dirais. Pour ça,
C'est dommage que beaucoup de jeunes sont dans les jeux ou dans le virtuel, parce que ils n'ont pas compris que cette vie, elle peut s'ils s'incarnent, elle peut les surprendre. Elle peut leur révéler beaucoup de choses. Mais c'est vrai que ils ont perdu le goût de la vie. Beaucoup de jeunes ont perdu le goût de la vie. Ils ont des critères qui sont faux. Beaucoup sont totalement à côté de la plaque. Je parle des jeunes parce qu'ils sont quand même là pour bâtir une civilisation, bâtir un avenir. En tous les cas, ils sont là pour prendre le relais, je dirais, de ceux qui vont partir. Et ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Beaucoup ne sont pas prêts parce que ils se sont trop désincarnés. Ils se sont trop éloignés de la vie elle-même, de cette dimension dans laquelle on est. Mais vraiment, dans la vie, il y a un rapport à la matière. Je vous en avais parlé la dernière fois, mais c'est important. Il y a un rapport à la matière que l'on doit trouver. Et c'est pas en étant dans le virtuel qu'on va trouver ce rapport à la matière. C'est en travaillant avec elle, en étant avec elle. Vous savez, il y en a qui lisent la Bible, il y en a qui lisent la Torah, il y en a qui lisent le Coran, il y en a qui lisent je ne sais quoi, d'autres livres sacrés, en pensant y trouver des réponses. Mais les réponses, elles sont là. Il n'y a pas besoin de lire la Bible, il n'y a pas besoin de lire tous ces livres dans lesquels on dit que Dieu a parlé et a donné des révélations aux hommes. Normalement, il n'y a pas besoin parce que le monde dans lequel on est, et ce livre-là, est un livre. C'est-à-dire qu'on découvre, on ouvre ce livre à partir du moment où on est né. Et cet apprentissage de la vie, c'est un apprentissage de la lecture des mystères. Et en s'attardant à essayer d'étudier cette vie, progressivement, on pénètre le mystère. Je ne dis pas qu'on comprend, mais on pénètre dans le mystère. Comprendre, c'est pas possible. Mais pénétrer le mystère de la vie, c'est possible. Mais pour ça, il faut ne pas hésiter à essayer de lire cette vie que l'on mène, nous, dans nos vies. C'est-à-dire, ce qui nous arrive, il faut qu'on l'interprète, il faut qu'on puisse le regarder avec une forme de détachement, une forme comme si on était une personne qui regardait notre vie comme un film, quoi. C'est-à-dire d'une manière un peu distante, extérieure. Voir les choix qu'on a faits. Les choix, on a fait des choix. On a fait des choix professionnels, on a fait des métiers différents, on a rencontré des personnes, on a eu des amis, et puis on a connu des ruptures avec des amis, on a été amoureux ou pas, on a eu un compagnon ou pas, ou une compagne ou pas, on a vécu ou pas avec une personne un certain temps, ou depuis toujours. Tout ça, ça constitue notre vie. Tout ça, ça constitue notre existence. On s'y est engagé dans des mouvements ou pas. On est resté indifférent. On est resté égoïste parfois. On a fait des choix généreux. Et puis parfois, on a fait des choix individuels, égoïstes, personnels, sans tenir compte de la morale. C'était comme ça. Il n'y a pas de morale là-dedans. Et de toute façon, la morale, il faut surtout pas imaginer que c'est un principe qui
qui nous permet de comprendre la vie. La vie n'est pas morale. La vie, elle joue à cache-cache avec nous. Elle joue à cache-cache. C'est-à-dire qu'elle ne nous livre jamais son vrai message. Je ne sais pas pourquoi, mais elle tourne sans arrêt. Là, on croit comprendre et hop, l'explication finalement est détruite immédiatement. Il y a une forme de... Il y a quelque chose de perfide dans cette vie. Et c'est très énigmatique, en fait. Et du coup, on s'aperçoit que si on avait été élevé autrement, si on avait reçu des principes différents d'éducation, si on avait ça on le sait tous, hein. On sait très bien que en fonction de l'éducation qu'on a eue, des professeurs qu'on a eus, des formations qu'on a suivies, de l'apprentissage qu'on a suivi, on sait très bien que tout ça nous a beaucoup conditionné et nous a beaucoup fait faire de conneries. Et si on n'avait pas eu tout ça, peut-être qu'on aurait fait moins de conneries. Peut-être qu'on se serait moins trompé. Et peut-être qu'on se serait mieux réalisé. C'est tout le problème. Parce que aujourd'hui, la grande séquence que l'on vit dans notre monde contemporain, c'est que beaucoup de gens, beaucoup, hein, se remettent en cause. En tous les cas, remettre en cause leur choix, revisitent leur vie et se posent des questions. Autrefois, les gens ne se posaient pas toutes ces questions. Mes grands-parents ne se posaient pas ces questions. Aujourd'hui, les gens de ma génération se posent beaucoup de questions. Autrefois, il y avait des règles, des lois, une morale. On était collés dans un schéma traditionnel, comme le sont les gens qui viennent d'autres pays où la tradition est encore forte. Ils vivent dans des schémas. Ils s'imposent des règles qui sont dites traditionnelles et ils les vivent de plus en plus mal, c'est-à-dire ils les vivent comme une contrainte, mais pas comme un bonheur. C'est ce qui se passe dans toutes les vieilles religions, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans l'hindouisme, même le bouddhisme, enfin le bouddhisme c'est pas forcément, on dit que c'est une philosophie, c'est pas une religion, mais des religions plus dogmatiques, plus engagées, plus engageantes sur le mode, sur le comportement, comme l'islam, comme la Torah, comme même le christianisme. On voit bien qu'on est en train de sortir sur la pointe des pieds tout ça, même si on trouve que c'est beau, même si on aime encore se souvenir de ces belles cérémonies, même si on a un certain goût pour des manifestations religieuses collectives, on voit bien que tout cela perd de sa force. Et que aujourd'hui, ceux qui s'accrochent à tout cela, les jeunes, sont comme des caricatures. Ça sonne faux. Alors ça nous oblige à quitter tous ces mondes qui nous ont un peu conditionnés, beaucoup conditionnés. Et aujourd'hui, on est un peu orphelin, c'est-à-dire qu'on a perdu nos parents, pour beaucoup d'entre nous. On a perdu nos repères religieux, pour beaucoup d'entre nous. On n'y croit plus, quoi. Leurs histoires, leur cuisine interne, leur schisme, tout ça, ça nous passe au-dessus. Ça nous fait ni chaud ni froid, ce que dit le pape. Et on voit bien que toute cette manipulation dans laquelle on a été n'a pas servi notre cause. On voit bien que notre cause n'a pas été
servi, notre cause personnelle, c'est-à-dire notre épanouissement personnel, notre réalisation personnelle. On voit bien qu'on n'a pas fait le métier qu'on aurait dû faire pour beaucoup. On voit bien qu'on ne vit pas forcément dans le lieu ou le cadre dans lequel on aimerait être. On voit bien qu'il y a des soucis avec les parents pour ceux qui ont encore leurs parents, mais qu'il y a des soucis aussi avec les enfants pour ceux qui ont des enfants. On voit bien tous ces sujets qui s'entrechoquent aujourd'hui dans notre monde contemporain. Et ça va s'accélérer. Ça va s'accélérer parce qu'il y a une bousculade qui est en train de se faire, comme dans les Lidl avec les ventilateurs. Là, ça va être la grande bousculade. Parce que les gens, ils vont avoir devant eux une forme de vide. D'ailleurs, regardez la politique, c'est un grand vide. Il n'y a plus aucun personnage capable de relever le défi. Il n'y a plus du tout d'espérance collective incarnée par un personnage. Il n'y en a plus. Donc ça, c'est dangereux parce que les gens vont voter par défaut. Ils ne vont pas savoir pour qui voter, ils ne vont pas le sentir. Et du coup, ils vont voter par défaut. Et le pire, c'est que la situation va évidemment se dégrader. Quand tu votes pour quelqu'un par défaut, ça va se dégrader fatalement. Donc il va y avoir une dégradation qui va s'accélérer et qui va être exponentielle. Et ça, on ne peut pas arrêter ça. On ne peut pas arrêter, elle va se poursuivre. Donc il va y avoir une situation certainement qui va devenir de plus en plus chaotique et de plus en plus, comme ce l'est actuellement, mais encore plus. Et là-dedans, il va falloir trouver des réponses. Eh bien, des réponses individuelles, pas collectives, puisque collectivement, on est incapable de réaliser, de se solidariser. Autrefois, le collectif fonctionnait, aujourd'hui, il ne fonctionne plus. On est tous éparpillés, je dirais, on est tous éclatés en micro-systèmes autonomes qui sont incapables de trouver un principe collectif, un principe d'alliance. Il n'y a pas. Il n'y aura pas. Ça va être un émiettement des consciences, un émiettement des vies, avec tout ce que ça comporte comme risque, évidemment. Avec cette possibilité d'éclatement, de déboussolement total, d'anarchie totale. C'est ça qui va apparaître progressivement. Parce que l'ordre, il va s'éteindre. Que ce soit dans les religions ou dans la société, l'ordre va s'effondrer, les ordres vont s'effondrer. Parce que l'aspiration des humains a changé. Chacun veut trouver sa voie. C'est ça le fond du sujet. C'est-à-dire que le collectif, les réponses collectives, on voit bien qu'elles disparaissent et on voit naître ce souci de trouver sa réponse personnelle, sa réponse à soi. La réponse nous est personnelle et c'est un avantage parce que ça réoriente autrement la société si les gens sont préoccupés par leur propre destin, par leur propre destinée, par leur propre vocation, par leur propre vie. Ils vont comprendre progressivement, les gens, que chacun va trouver son univers et sa voie en dehors de tous les codes dans lesquels ils ont été éduqués ou programmés ou conditionnés. Cette seconde, je dirais, révélation va donner aux gens une forme de défi. Il y aura soit une capitulation, c'est-à-dire les gens vont se taper la tête contre le mur, ils vont mourir, ils seront soit malades, soit ils iront se faire euthanasier parce qu'ils
ils se taperont la tête contre le mur devant une énigme trop puissante pour eux, un défi trop puissant. Le défi, il est très puissant puisque tu vas devoir trouver ton propre chemin, ta propre voie, ton propre sens de l'existence, étant donné que toutes les structures traditionnelles vont s'effondrer et que tous les principes qui ont été déclinés avec sa morale, ses lois, ses codes, eh bien, tout ça va disparaître. Et ça, c'est une révolution, mais c'est une révolution individuelle, personnelle. Chacun va connaître ce système en lui révolutionnaire. Et c'est là qu'on nous attend. C'est là qu'on nous attend. Et c'est là que nos vies peuvent changer, peuvent prendre un tournant ou un virage inattendu. Vous savez, il y a des gens, beaucoup s'orientent maintenant avec leur intuition. Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Beaucoup orientent leur vie avec leur intuition. Ils ont compris qu'il faut suivre l'intuition. L'intuition, elle est souvent bonne conseillère. Elle est parfois très difficile à admettre parce qu'elle est immorale, elle n'est pas dans le sens elle n'est pas dans le code, elle n'est pas morale en soi. Donc elle n'est ni bonne ni mauvaise. L'intuition que l'on a de ce que l'on doit faire, c'est ni bon, ni bien, ni mal, c'est en dehors de ces codifications morales dans lesquelles on a été élevé. Et donc l'intuition, elle est pourvoyeuse de bonnes surprises en général. Parce que, par exemple, vous avez une intuition, ça paraît fou sur le moment. J'ai une intuition que je dois faire ça. Mais ça paraît dingue, ça paraît insensé, parce que, je sais pas, parce que vous n'avez pas l'argent, parce que le compagnon avec lequel vous vivez ou la compagne avec laquelle vous vivez, vous dites, elle va me prendre pour un fou. Parce que vos enfants ne vont pas vous comprendre, ou vos parents ne vont pas vous comprendre. Et donc, mais c'est pas une intuition basée sur une mode. Faites attention parce qu'il y a beaucoup de modes, il y a beaucoup de gens qui suivent des modes. Par exemple, il y a une mode actuellement, c'est le van, la van life. Alors, il y a des jeunes et des vieux, ils achètent un van et ils parcourent le monde, ils parcourent les continents où ils sont nomades, ils deviennent nomades. Ben ça, c'est pas une intuition, c'est simplement une influence. Et beaucoup sont influencés par les modes. Donc, ils regardent des vidéos, ils regardent des gens qui, entre parenthèses, mentent en disant qu'ils s'éclatent. C'est pas toujours la vérité. Et d'un seul coup, ils partent à l'aventure, soi-disant à l'aventure. En fait, il n'y a pas d'aventure là-dedans, mais ils partent à l'aventure. Et puis après, pour vivre, ils font des vidéos, parce qu'il faut bien vivre. Alors, tu as des tas de neuneux qui sont chez eux, qui regardent les autres qui partent en van, puis eux, les neuneux en question qui galèrent, qui se font un SMIG à se faire chier dans un boulot de merde, ils se disent, moi aussi, mon but c'est de vivre, d'acheter un van, un jour, et de partir à l'aventure. Et ils pensent qu'ils vont être heureux comme ça. Ils pensent qu'ils vont découvrir, qu'ils vont être aventuriers comme ceux qui regardent dans leurs vidéos. Ce sont des modes. Et ça, on voit bien que beaucoup, j'entends ça autour de moi,
je vais acheter un van, je vais avoir un van. Les jeunes qui partent comme ça avec un van, ah mais ils vont aller en Australie, tu vois, c'est toujours l'Australie, tu vois, par hasard. Bon. Ou l'Afrique, ou l'Amérique du Sud aussi, beaucoup l'Amérique du Sud. Bref. Et ça, c'est évidemment que c'est très flatteur de présenter les choses comme ça. Mais c'est pas l'intuition profonde qui y a là, c'est simplement l'influence à nouveau des modes. Vous savez, beaucoup de gens font des erreurs sur l'intuition profonde et certaines décisions coup de tête qui sont simplement des programmations qu'on a instaurées, on a mis en eux et qui font que ça déclenche des prises de décision qui sont parfois totalement folles, qui n'ont aucun sens, mais qui sont basées sur des modes qui ne sont pas forcément bonnes. Donc là aussi, il faut du discernement. Enfin, moi, je pense qu'on doit avoir du discernement. Et en général, ça ne va pas avec les modes. Hein. Je vous dis tout de suite. Ça ne va pas du tout avec les modes. C'est comme les modes de la permaculture, les écolieux, c'est des modes. Il y a des gens, ils ont pensé prendre leur liberté ou se réaliser parce qu'ils ont créé un écolieu où ils font la permaculture. Non, ce sont des modes. Et ils se sont laissés influencer par des influenceurs qui parlent de ça avec enthousiasme et qui ont créé une mode. Il y a beaucoup de gens qui prennent des décisions par rapport à des modes. Ça n'a rien à voir avec l'intuition. Rien à voir. C'est simplement qu'ils ont été conditionnés à nouveau dans un principe qui apparaît marginal, donc séduisant, mais qui ne l'est pas du tout. C'est très conventionnel de se faire influencer par les modes. Partir avec un van en Australie, soi-disant pour partir à l'aventure, c'est tout sauf trouver sa voie, c'est tout sauf trouver de la liberté, c'est juste vivre des périples qui n'apporteront rien et qui seront néfastes pour la personne parce que son chemin, il n'est pas là. C'est pas ça. C'est simplement qu'elle a été influencée par des gens qui lui ont parlé de l'aventure sous cet angle-là et qui, évidemment, t'ont vendu le produit pour te faire envie, quoi. Ce sont des modes. Tu crées l'envie chez les autres et tu crées des modes. Et les gens qui suivent des modes, on en a tous suivi, hein, on s'est fait tous avoir hein, par les modes. Et on se fait avoir, on se fait piéger parce que ce sont des modes. Ce ne sont pas des intuitions profondes, enracinées, des intuitions de notre être profond qui nous parle. C'est pour ça que l'univers dans lequel on est, si on n'a pas cette obstination, ce désir constant de le comprendre, de l'apprivoiser, de l'approcher, eh bien, on fait des conneries. Et Dieu sait si beaucoup de gens autour de moi font des conneries. C'est facile de voir chez les autres, c'est moins facile de voir chez soi. Quand je vous dis chez les autres, c'est parce que j'observe les vies autour de moi et je me dis, mais toutes ces vies, c'est rare quand je rencontre quelqu'un ou une personne qui colle à son âme, dont l'âme est en harmonie avec la matière. C'est rarissime. Je réfléchis même si j'ai déjà rencontré quelqu'un dont l'âme est liée à la matière, c'est-à-dire qu'il aurait trouvé une harmonie profonde avec son incarnation sur Terre, ou dans cette réalité, dans cette matière. Je vois pas trop d'exemples. Ce que je vois, le mieux que je vois, c'est des gens qui ont compris
qu'ils étaient à côté de la plaque. Et ça, c'est déjà énorme. C'est-à-dire que ceux qui ont compris que de toute façon, ils sont à côté de la plaque et que c'est pas gagné du tout, que c'est compliqué et que c'est peut-être parfois un peu tard, ces gens-là au moins ont fait déjà un travail de prise de conscience. Mais moi, je peux vous dire que j'essaie de ne pas avoir de mental. C'est-à-dire, j'essaie de ne pas réfléchir avec mon mental. J'essaie de réfléchir avec une autre forme d'intelligence, mais qui est plus, qui est pas basée sur une structure mentale et je dirais presque construite, rationnelle. C'est pas du tout comme ça que j'essaie de réfléchir, parce que je sais que je vais pas y arriver, que je vais être dans une impasse si je réfléchis comme ça. Alors j'essaie d'assembler des éléments contradictoires, c'est-à-dire des éléments opposés. J'essaie de les assembler, de voir leur imbrication l'un dans l'autre, de voir la manière dont ça fonctionne et la manière dont c'est coordonné, les principes opposés. J'essaie de voir si on est capable, nous humains, de sortir sans devenir fou, sans devenir idiot, sans faire de grosses bêtises, sans même être illuminé, vous voyez. J'essaie de voir comment on peut dépasser certaines frontières de la rationalité, ce qu'on appelle la rationalité, donc du mental, pour pour évoluer dans un espace où les portes sont ouvertes, les possibilités sont totalement ouvertes, où il n'y a pas de limite, où il n'y a pas de barrière, où il n'y a pas aucune limite, c'est-à-dire tout est possible, tout. Et ça sans devenir fou, sans délirer, sans péter un câble, sans faire n'importe quoi. C'est là la limite de l'exercice, parce qu'on peut très bien vite tomber aussi dans une forme de délire, de folie, parce que c'est comme ça qu'on est, comme ça, nous. Si on perd pied, on est obligé, si on quitte le monde rationnel, et qu'on ne veut pas devenir fou, c'est un jeu d'équilibriste. C'est un jeu d'équilibriste. On est en équilibre entre on est en équilibre dans un monde dont on ne comprend pas les principes fondamentaux, dont on n'a pas encore décodé le principe. Le jour où tu décodes vraiment le monde, tu ouvres. Alors là, tu fais des pas de géant, quoi. Tu arrives à... ça devient spectaculaire, quoi, totalement. Bah oui, parce que il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se manifestent, il y a des éléments qui bousculent beaucoup. Ça m'est arrivé de vivre des situations très hors normes, je dirais, très hors normes. J'ai essayé d'aller dans ces zones-là, hors normes, parce que ça m'attire, ça m'instruit, et j'y trouve parfois des réponses. Mais il faut que je sorte des normes, il faut que je sorte
des sentiers battus. Il faut que ça soit décalé, vraiment décalé. Et il ne faut pas qu'on m'attende là où on m'attend. Ça aussi, j'y tiens. C'est-à-dire que tu n'es pas là où on t'attend, c'est tout. Évidemment, ça... Et tu t'aperçois que quand tu suis ce chemin-là, il y a une configuration autour de toi qui se fait, qui est d'une certaine nature, et qui est malgré tout, qui ressemble à quelque chose d'étonnant. C'est-à-dire tu crées toi-même une constellation autour de toi qui, je dirais, de relations, de gens, même de matériel, qui est très 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 étonnante. J'ai été élevé par des parents qui ont été tellement conditionnés, tellement. Ils ont tellement été la caricature d'un monde structuré, avec ses propres règles, mais tout, que ce soit les règles religieuses, les règles financières, les règles du travail, tout était fait pour qu'ils soient conditionnés dans des codes qui les empêchaient d'aller voir ailleurs, qui les empêchaient de sortir de leur carcan. J'ai vraiment eu des parents qui ont été conditionnés dans des carcans, parce qu'ils ont eu eux-mêmes des parents qui étaient encore plus conditionnés qu'eux. Et nous, notre génération, on a vécu ça. On a vu la caricature que c'était. On l'a vu. C'est pour ça qu'on est différent. Je parle de ma génération. On est différent parce qu'on voit où ça a les amené, nos parents. On le voit, ça les a amenés. Et on voit que ça a été une bonne partie de leur vie, ça a été un enfer, quoi. Que ce soit le travail, que ce soit les lieux où ils ont vécu, que ce soit... parce qu'il fallait répondre à des principes qu'on leur avait appris, et eux, ils s'y tenaient, ils pensaient que c'était bien de faire comme ça. Il fallait faire des économies. Il fallait travailler. Il fallait faire beaucoup de sacrifices, beaucoup. Et tout cela les a conduits à des vies qui ont été malheureuses, quoi. Ouais, malheureuses. Ils n'ont pas été heureux. Ils n'ont pas été heureux parce que ils se sont eux-mêmes enfermés dans des principes qui les ont sclérosés, qui les ont enchaînés. Et nous, on a vu ça, notre génération, on a vu ça. Et on s'est dit, ah non, ça va pas. Ça va pas du tout. Alors, faire ce constat, c'est évidemment très délicat, parce que on prétend pas avoir trouvé de réponse, mais ce qu'on sait par la négative, c'est que ça, c'était pas bon. On le sait, on a eu un modèle, et ce modèle ne nous a pas convaincus du tout. Donc on ne va pas chercher un autre modèle. Si c'est pour tomber dans un autre modèle, ça n'a pas de sens. Mais ce qu'on cherche, c'est à s'émanciper de tous ces systèmes qui veulent nous enfermer, tous ces gens qui veulent nous contrôler, nous enfermer, nous cadenasser. Ça, on ne veut plus. On sent que c'est vraiment faux. Et là, le pouvoir cherche vraiment à nous cadenasser de plus en plus. Que ce soit par des lois liberticides, que ce soit par toute une tripotée de lois hygiéniques,
qui nous empêche de vivre, de prendre des risques et tout ça. On sent très bien que tout ça est pas bon du tout. D'une certaine manière, il y aurait pu avoir cette possibilité-là de vraie libération. Il y avait le carcan qui était cette morale ancienne qui n'était pas bonne, mais il y avait, pour ceux qui le voulaient, il y avait une forme de possibilité de se libérer de ça dans une société qui était très tolérante par rapport à la marginalité. Mais aujourd'hui, la société n'est plus du tout tolérante par rapport à une marginalité. Elle veut qu'on soit tous habillés de la même manière, coiffés de la même manière, avec cette même codification qu'on retrouve partout. Et donc, il n'y a plus du tout de place pour une forme de marginalité. C'est ça qui est aujourd'hui très, très dur, très contraignant. Ça ne tiendra pas, ça ne pourra pas tenir. Ils veulent nous enfermer dans un autre carcan. C'est plus le même, c'en a un autre qui est pire. Alors ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Il est encore plus étroit que celui d'avant, ce qu'on nous impose aujourd'hui. Le carcan moral d'aujourd'hui est beaucoup plus contraignant que celui d'autrefois. Autrefois, il y avait un carcan, mais qui était quand même moins liberticide que celui qu'on a aujourd'hui. Bien, on va se terminer. Je ne sais pas où ça va nous mener, tout ça. J'ai beaucoup parlé. Je ne sais pas si j'ai dit des choses intéressantes, j'en sais rien. Je vous souhaite en tous les cas une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo. Quia respexit humilitatem ancilla sua, et cenim ex hoc beatam medicen comnes generationes, quia fecit mihi magna qui potens est. Et sanctum nomen eius, et misericordia eius aprocemi progeni estimentibus eum. Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente e cordis sui deposit potentes de sede, eres exaltavit humiles. Esurientes implevit bonis et divites, dimisit inanes, suscepit Israel puerum sum. Recordatus misericordia sue, sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula. Gloria Patri et Filio, Et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Figuris terminum, Ores mirabilis, manducat Dominum, Pauper servus et humilis, Petrina Deitas, unaque poscimus, sic nos tu visitas, sicut te colimus, per tuas semitas, ut nos quotendimus, ad lucem quam in navitas